Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la PropTech de l'immobilier suisse et suisse romand d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous rencontrons Étienne Friedli, CEO et cofondateur de Tayo. Précurseur, Étienne et son cofondateur Claude Fray ont compris les enjeux de la digitalisation dans l'immobilier. Aujourd'hui, Tayo, c'est une entreprise pionnière dans la digitalisation de l'immobilier avec plus de 300 000 objets locatifs sous gestion et 4 levées de fonds. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, salut Étienne. Premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salut Joël. Alors, pour commencer déjà, comment est-ce que tu vas ? Bien, ça va bien. Nickel. Dans le monde des startups ou de l'entrepreneuriat, on entend souvent la phrase « Start with the why ». Donc en fait, on va commencer un peu cette interview en me mettant moi à la place d'un investisseur. Et j'allais te poser la première question qui était le « Pourquoi Tayo ?» finalement en 60 secondes. Alors pourquoi Tayo ? C'est pour simplifier la vie de 5 acteurs immobiliers en même temps. Le propriétaire, le gérant, le concierge, l'entreprise de service et le locataire. En saisissant des opportunités qu'ont compris déjà beaucoup d'industries, mais que selon nous étaient moins appliquées dans le digital ou dans l'immobilier, et qu'on se disait ok, on va y aller maintenant, il est temps pour l'immobilier de commencer, de bouger. Ok. Et alors avant de nous lancer dans le vif du sujet, parlons un peu de toi en fait. C'est quoi ton parcours premièrement ? Alors moi je suis ingénieur de formation. Ingénieur software, j'ai fait que du software toute ma vie. J'ai été consultant pour un SIRH au début. Après, j'ai travaillé dans les écoles hôtelières Glion et Les Roches comme chef de projet digital. Oui. À l'IMD, dans un poste similaire, dans une start-up dans le big data. Et puis à un moment, j'ai fait un executive MBA pour lequel je vais faire une thèse sur un sujet d'entrepreneuriat qui est devenu Tayo. Ok, génial. Pour la belle histoire. Et du coup, la question 5, c'était d'où est venue l'idée de Tayo à la base. Du coup, elle vient de toi parce que tu me disais en off qu'il n'y avait pas que toi finalement. Tu étais un cofondateur. Donc, je sais pas si tu peux aussi un peu développer cette question. Absolument. Et d'ailleurs, l'idée ne vient pas de moi. D'accord. L'idée vient de mon associé, Claude Fray, qui se disait, OK, c'est pas naturel que les transports, la banque, l'assurance, les médias, tout autour de nous est devenu à portée de main dans le smartphone de l'utilisateur, alors que le locataire n'a pas sa régie ou son bailleur à portée de main dans son smartphone. Et que du coup, Claude était frustré de pas pouvoir réaliser cette promesse, de pas savoir l'expliquer aux acteurs suffisamment tôt. C'était il y a 5 ans, mais Claude, il avait même essayé déjà avant de donner ce message-là. Et puis on s'est rencontrés, puis on s'est dit, ok, faut y aller, faut faire quelque chose. Ok, parce que vous êtes rencontrés comment en fait ? C'était dans le cadre de ton executive MBA que tu l'as rencontré. Vous parliez les deux de cette discussion. Voilà, par des connexions qu'on a en commun. Et dans lesquelles, moi, il fallait que je trouve le sujet de cette thèse pour mon executive MBA. Et puis, c'est le meilleur sujet que j'ai trouvé, quoi. Et puis on s'est dit, ok, allons-y. Au début, c'était une thèse. Et c'est facile de faire une thèse, d'écrire un papier académique. Et puis après, on arrive à la conclusion qu'on trouvait pas de bonne raison de ne pas faire Tayo. Ça s'appelait pas encore Tayo à l'époque, mais de pas faire ce projet. Et si ce n'est qu'on avait peur que ça marche ou pas, ce qui est la peur naturelle de tout entrepreneur, mais sinon, les conditions semblaient réunies, alors qu'il fallait se jeter à l'eau. Et donc, on s'est jeté à l'eau. Du coup, vous avez fait un MVP, enfin, un minimum viable product. Et puis vous l'avez lancé, puis vous avez senti que ça allait prendre, quoi, finalement. Voilà. On a commencé en juin, et en septembre, on avait nos 2 premiers clients à Genève, dans le réseau de Claude, clairement, et qui étaient plus qu'intéressés, qui étaient vraiment séduits par la vision. Et on a de la chance que ces 2 clients aient un parc immobilier suffisamment grand pour que direct on soit sur une échelle d'industrialisation élevée, et que du coup on se prépare à ce qui est devenu aujourd'hui 20 000 immeubles et 300 000 objets locatifs. Ouais, génial. Ça, justement, on va revenir après. Du coup, vous êtes une start-up qui a été créée à l'EPFL et qui est encore basée aujourd'hui à l'EPFL, hein, c'est juste ? C'est juste. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes combien chez Tayo, justement ? Aujourd'hui, on est 14. D'accord. 50% dans le software et puis 50% côté accompagnement client, que le client soit à l'état de prospect ou à l'état de client convaincu et satisfait. Ok, donc
une grande partie en tant que, enfin, t'as des profils qui sont plutôt des Customer Success Managers, Voilà. MLN, etc., Oui. qui suivent finalement les clients. Oui. Dans ta gamme de prix, j'ai vu à partir des clients, medium. Oui, on a une offre qu'on appelle Tayo Basecamp, qui est un peu le EasyJet de la plateforme. Ouais, exact. Et puis après, il y a Tayo Standard, dans lequel on va avoir un Customer Success Manager qui est rattaché au client, et ce qui permet à des clients, même de petite taille, jusqu'aux clients de grande taille, d'être accompagnés de manière vraiment individualisée dans la durée de leur contrat, sans qu'il y ait de prix en termes de prestations de consulting. C'est-à-dire c'est un modèle SaaS uniquement. Ok, génial. Et du coup, c'est combien d'objets locatifs sous gestion de Tayo aujourd'hui? Et puis par exemple, en 2022, c'est combien de tickets générés sur votre plateforme? C'est 300 000 objets locatifs. Et en 2022, sauf erreur, c'est à peu près 250 000 tickets. C'est énorme, ouais. Donc c'est quand même pas mal. Ouais. C'est 800 opérations par jour. Nous, opération pour nous, c'est une ombrelle qui veut dire un bon travail, une demande de devis, une facture. Et donc là, on en a 800 par jour. Et puis, par exemple, un chiffre que je suis allé voir là tout récemment, parce qu'on essaye de comprendre de plus en plus quelles données on a, quelles mines d'or on a dans Tayo. On a notre top fournisseur vaudois dans Tayo, qui est actif chez plein de nos clients. Oui. Il a reçu 2000 ordres de travail en un an. Okay, donc c'est des volumes quand même assez gros. Si on mettait 2000 fois 2 heures d'intervention, on lui a donné beaucoup d'heures de travail. C'est énorme. Et ça, lui, il en est conscient? Vous communiquez avec lui sur ça, ou bien ça, c'est plutôt côté propriétaire ou régie finale? Alors ça c'est une bonne question. J'ai peut-être fait un raccourci juste à l'instant. C'est le fournisseur de nos clients. Tayo n'est pas une marketplace, donc il a peu d'échanges avec nous, sauf s'il veut nous demander des solutions de productivité, de se connecter avec son ERP, etc. Okay. Mais c'est notre client, la régie de RAM, Bernard Nico, Retraite Populaire, Brown, Dubou, si je prends les Vaudois qui s'adressent à lui, qui vont l'activer dans leur fournisseur et ensuite le solliciter. Et puis après, tout ce qu'on fait, nous, c'est de s'assurer qu'il ait un même accès pour ces différentes régies, mais c'est pas un fournisseur qu'on a répertorié nous, c'est nos clients qui le répertorient. Génial. Aujourd'hui, alors ça, on va en reparler après, mais peut-être juste pour teaser, aujourd'hui, vous avez atteint le breakpoint? Non, pas aujourd'hui. On a suffisamment de cash. On fait un pari d'expansion, notamment suisse-allemande. On a suffisamment de cash suite à nos dernières levées de fonds pour durer encore un nombre suffisant de mois. Et puis après, on espère avoir atteint une taille suffisante en termes de clients. Et donc, ce qu'on entrevoit, c'est une solidité, une maturité financière plutôt en 2024 qu'aujourd'hui en 2023. Ok. Génial. Et tu disais sur ton profil, alors là, je vais lire, parce que c'est un peu long, mais en gros, Tayo réinvente la façon dont les locataires interagissent avec les agences immobilières et les gestionnaires immobiliers. Aujourd'hui, les appels téléphoniques et les lettres sont la règle. Donc ça, je pense qu'il y a 3-4 ans que tu le disais. Et tu disais, nous allons changer ça. Alors, est-ce que aujourd'hui la révolution ou l'évolution, c'est à toi de me dire, elle est en marche? Est-ce que tu peux un peu nous raconter justement l'évolution de Tayo de ses débuts jusqu'à aujourd'hui finalement? Oui. En termes d'adoption, quand on s'est lancé, on ne savait rien. On était juste conscient qu'on ne savait pas et qu'il allait falloir trouver quels allaient être les facteurs d'adoption. Est-ce qu'il y aurait des clients et est-ce qu'il y aurait des utilisateurs derrière ces clients, puisque c'est une plateforme qui ne marche que si on a au minimum un gérant et une entreprise de service qui peuvent se parler entre eux. Et la plateforme a d'autant plus de valeur si on a aussi le locataire ou le copropriétaire qui joue le jeu. On a trouvé deux choses. Une chose à laquelle on ne s'attendait pas, puis une chose qu'on pouvait quand même pressentir si je me replonge dans ma thèse que j'avais écrite à l'époque. La première chose, c'était que l'adoption par les entreprises de services a été foudroyante, et ça, c'était contre-intuitif pour nous. Nous, on se disait, il va falloir que le propriétaire immobilier ou la gérance impose à son fournisseur d'utiliser cet outil qui vient peut-être certaines fois en supplément d'autres outils. Oui. Mais on a créé un outil multigérance qui permet au fournisseur de voir tous ses devis, tous ses factures, tout son travail
de manière centralisée et d'arrêter d'aller à la poste. Oui. Et donc, rien que pour ça, rien que cette raison-là, sans rentrer trop dans le détail qui pourrait être plus long, on a une adoption vraiment magique auprès des entreprises de services qui fait que eux applaudissent nos clients lorsqu'on rajoute un nouveau client. Ils sont contents parce qu'en plus, ils n'ont pas une plateforme de plus à apprendre. Donc ça, c'est génial en termes d'adoption. Et puis après, on s'attendait au fait que l'adoption dans le grand public auprès du locataire ne puisse qu'être graduelle, parce que c'est le locataire qui va choisir selon ses termes, est-ce que c'est intéressant ou pas. Et toutes les mutations d'habitude, qu'elles soient digitales ou non, elles se font pas magiquement, à moins qu'on ait retrouvé un contexte professionnel comme celui qu'on a par exemple avec les entreprises de services. Et donc ça se fait graduellement avec les locataires. Et ça se fait aussi graduellement, c'est un très vaste sujet, avec les gérants immobiliers eux-mêmes qui, eux, doucement se font à l'idée de la modernité, que ce soit pour Taillot ou pour d'autres sujets. Et donc là, c'est vraiment un travail graduel sur lequel on ne peut pas parler d'une adoption foudroyante comme on l'a eu de l'autre côté. Ok. Et puis, c'est graduel et c'est aussi générationnel, j'imagine. Onboarder une personne qui est peut-être un peu moins connectée, passe un profil senior, c'est plus simple qu'une personne qui est née avec le smartphone, qui a 20 ou 30 ans, et qui a cette facilité finalement de se connecter à une plateforme ou un outil qu'il maîtrise tous les jours. C'est juste, mais on n'a pas forcément un fossé générationnel très visible dans Taillot. Okay. Si on pense à la personne peut-être d'un certain âge qui a ses enfants qui gèrent l'assurance maladie, par exemple, et de la même manière, les enfants vont pouvoir gérer la relation immobilière. Et donc ça peut être un driver d'adoption assez positif pour les enfants qui sont en train d'aider une personne âgée. Et on a des cas très concrets, même à l'intérieur de Taillot, où ça peut se passer. Donc on a pas nécessairement de fossé sur les générations. Par contre, c'est clair que c'est une adoption qui est graduelle. Et là où on a des différences, c'est par rapport à nos clients. Est-ce que notre client, il va expliquer et faire l'effort d'onboarder ses utilisateurs, ou est-ce qu'il a trop d'autres priorités et qu'il n'est pas encore convaincu de faire un gros push sur le fait d'onboarder ses utilisateurs. Et là, c'est aussi dans plus de solutions que Taillot. Taillot est souvent central dans une gérance immobilière si on pense au sens de la gestion, mais il y a aussi plein d'autres sujets sur lesquels la gérance immobilière devrait, selon nous en tout cas, avoir un peu plus d'ardeur pour se connecter avec ses utilisateurs. Ok, génial. Tu rebondis à ma prochaine question, donc c'est top parce que tu parlais d'onboarding. Et puis moi, à l'époque, je connaissais bien votre produit parce que justement, dans le cadre de mon ancienne régie, j'avais fait le choix de créer des vidéos, des flyers, etc. en collaboration avec mes collègues, bien sûr, pour vulgariser, entre guillemets, le produit ou en tout cas pour mieux l'onboarder. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais l'onboarding était vraiment positif. En tout cas, nous, nos taux de retour, je crois que c'était l'un des meilleurs. C'est le record. C'est le record. Oui. Donc, comme quoi, le marketing, ça sert aussi à vous aider finalement à onboarder les locataires. Oui. Et je trouve que ça fait complètement sens. Et les régies devraient aussi penser à cette partie-là que des fois, elles oublient. Mais du coup, tu nous disais que le challenge était de convaincre les régies qu'un locataire, elle peut travailler pour les régies en self-service. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux l'affirmer et est-ce que vous avez peut-être des stats à partager? Oui, alors l'affirmer, c'est certain. Le self-service pour le locataire ou pour le fournisseur de l'autre côté dont je parlais tout à l'heure permet à la gérance de faire moins de tâches de saisie. Oui. On va prendre un exemple concret. Si le locataire est capable de dire « mon lave-vaisselle dans ma cuisine, de marque Siemens, de numéro XXX, avec une photo, ne marche pas depuis telle date », c'est de l'information qui sinon aurait été saisie par une assistante, par un gérant, par quelqu'un d'autre à l'intérieur de la gérance. Et donc le self-service marche à ces fins-là. Et puis après, on aurait des statistiques, mais qui sont de nouveau différentes de client par client. Le record qu'on a, c'était 20% d'adoption en 2 mois. C'était effectivement le projet dans lequel on a collaboré ensemble. Ouais. Et puis, on en a qui sont beaucoup moins rapides. C'est toujours graduel. Et puis, ça dépend aussi de la capacité
de la gérance à suivre derrière et à se dire, OK, certes, il y a aussi des demandes administratives qui vont venir dans la plateforme, pas uniquement des demandes d'incidents pour lesquels on est peut-être plus connu, mais des demandes administratives du style, OK, j'ai perdu les coordonnées bancaires, et du coup, comment est-ce que je vais bien traiter ça? Comment est-ce que je vais bien traiter l'entier de ma relation avec mon locataire ou avec mon propriétaire, pour ce qu'on fait côté propriétaire ou copropriétaire. Mais du coup, c'est vraiment des stats qui seraient très différentes de client à client, certaines fois même de géographie en géographie, parce qu'on n'a pas tous les mêmes... les immeubles et les locataires ne sont pas tous les mêmes, même à l'intérieur d'un pays aussi petit que la Suisse, qui est assez drôle, quoi. Ok, top. Merci beaucoup. Et puis pour moi, en fait, toi, Taillot, parce qu'il y a aussi Claude du coup dans le coup et même Gilles que je salue. Pour moi, vous avez été l'un des pionniers de la digitalisation immobilière, en tout cas en Suisse romande. D'ailleurs, je vous en félicite, on avait déjà parlé par rapport à ça. Mais ma question, c'est est-ce que ça a été facile depuis le début? Parce j'ai pu le vivre aussi à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais finalement, quand t'es pas vraiment du milieu immobilier et que tu arrives dans ce milieu immobilier, c'est peut-être à l'époque. Je pense que ça a vraiment beaucoup changé maintenant. Je pense pas que c'était le milieu le plus ouvert, le plus facile à intégrer finalement pour donner ton avis, d'idée ou placer un produit. Voilà. Est-ce que c'était facile? Comment tu l'as vécu finalement? Un long fleuve tranquille. C'était vraiment facile, ensoleillé. Il y avait un long fleuve asséché. Ouais. Alors, effectivement, c'était pas un long fleuve tranquille, loin de là. Mais ça, c'est le propre de tout projet entrepreneurial. On se faisait pas d'idées par rapport à ça. J'ai un de mes mentors qui me dit, quand tu crées une entreprise, c'est comme quand tu avais un avion qui n'a pas d'ailes, et puis il commence à voler, puis toi tu vas construire les ailes, parce que sinon, il va y avoir un crash. Et donc, c'est ça pour toutes les startups, que ce soit la nôtre ou une autre. On a une chance, un défi, c'est que nous, on était first mover dans ce marché-là, comme tu le dis, on est pionnier, quoi. Donc, il y avait rien avant nous. Quand on est allé voir la gérance pour dire bonjour, vous pouvez faire ça. Le défi, c'est que du coup, on doit le dire à une industrie qui est, selon moi, la plus conservatrice de Suisse, qui est cette industrie de l'immobilier, c'est l'industrie de la pierre. C'est pas pour rien que ça s'appelle immobilier. Et c'est un avantage en même temps, parce que c'est des décisions qui se font avec des cycles de décision assez engageants, et qu'une fois qu'on a réussi à démontrer notre valeur, là, on a un client qui va avoir une fidélité envers Taillot, jusqu'à maintenant en tout cas, qui est assez forte. Donc c'est ce que le first mover doit faire, c'est réussir à convaincre sans faire le travail des autres qui pourraient venir 2 ou 3 ans après, où Taillot se serait évertué à expliquer. Puis 2 ou 3 ans après, il y en a un autre qui vient, qui dit exactement la même chose, et puis qui va réussir à convaincre, alors que c'est juste que les mentalités ont évolué, puis que c'est passé dans les mœurs de se moderniser en termes de digital. Et donc ça, c'était vraiment le gros défi. Je pense qu'on a réussi à le faire en Suisse romande. Je pense qu'on est en passe de réussir à le faire en Suisse allemande. Nous, on veut vraiment une empreinte sur l'entier de la Suisse, au minimum. Et en tant que first mover, on est rarement en train de se battre même contre des compétiteurs de Taillot, parce que le marché est extrêmement vaste. Et même si on a de bons compétiteurs, c'est rare qu'on soit en compétition avec eux. Il y a trop de demandes maintenant. C'était pas forcément le cas au début où on allait nous créer la demande en exposant l'opportunité. Mais ouais, je pense que ça tourne vraiment autour de cette position de first mover qui n'est pas spécifique à Taillot, et celui qui a trouvé un long fleuve tranquille et qui est vraiment une start-up, faut qu'il m'appelle, quoi. Je l'ai pas encore rencontré. Et du coup, justement, ça, on en parlait aussi en off, c'est que tu as finalement des profils, typiquement dans mon ancienne boîte. Je pense que mon responsable CEO a vu qu'il y avait une réelle opportunité, et je crois que c'était l'un des premiers first movers en termes de régie. Puis on voit aussi que l'onboarding s'est bien passé. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont aussi fans de votre plateforme, donc c'est génial, parce que finalement lui aussi peut, à travers ce qu'il vit, de par son je dirais son réseau, peut pousser aussi le produit parce qu'il en est satisfait. Donc pour cette partie-là, c'est top. Et puis toi, tu me parlais justement
de concurrence et de compétiteurs, donc tu rebondis bien à ma question suivante. Tu me disais en off en fait que tu as 3 types de concurrents. Tu as les clients qui créent leur propre plateforme. Ça, sauf erreur, je crois que c'est Nef. Oui, on a Nef, on a une dizaine de clients en général de moyenne ou grande taille dans l'immobilier en Suisse romande qui font leur plateforme. Ouais. Ça, c'est un bon exemple. Et puis, pourquoi tu mentionnes Nef, je pense, c'est parce que Nef préexistait à Taillot. Et donc, ça, c'est un cas qui est intéressant. On n'a pas inspiré le mouvement de digitalisation à certains, et puis on a inspiré à d'autres. Ouais. Et puis, c'est aussi des questions de budget. Je pense que tu as des régies qui ont le potentiel pour investir ou injecter 1, 2, 3, 4, 10 millions. Oui. Alors que d'autres, pas du tout. Surtout que l'innovation, c'est peut-être pas forcément aussi dans leur ADN de base. Donc pour ça, vous avez fait, à mon avis, justement le bon choix et le bon move. Et dans ces compétiteurs, donc on a les propres plateformes, on a d'autres logiciels, puis surtout, tu disais dans une autre podcast que j'adore, qui est de Jenny Lem, l'inaction. On en est où avec cette inaction pour toi? Est-ce que tu peux l'expliquer à nos auditeurs finalement ce que c'est? Oui. Donc c'est vrai, pour nous l'inaction, c'est la régie qui se dit je fais rien. En tout cas, l'année dernière, en 2022, j'ai décidé de me consacrer à d'autres choses ou de pas trop changer. C'est une industrie qui est, je crois, connue pour ça. Pas tous les acteurs, mais si on prenait la moyenne, notamment ceux qui sont de taille moyenne. Alors, par taille moyenne, j'entends ceux qui sont entre 3000 objets locatifs jusqu'à 25-30 000 objets locatifs. Beaucoup plus, ils sont forcés de se moderniser, de mettre des process en place. Oui. Et beaucoup moins, ils sont agiles. Donc là, on a... c'est un constat aussi qui peut se faire, je pense, dans d'autres industries. Toujours est-il que en 2022, on a croisé peut-être un peu moins, mais encore beaucoup d'acteurs immobiliers qui sont des gérances, qui n'étaient pas encore avec une envie foudroyante d'y aller. Et du coup, ce qui se passe, qu'on avait prévu aussi avec Claude et avec chez Taillot, avec nos advisors, avec nos investisseurs, c'est qu'on a un glissement du marché et de l'opportunité commerciale où on a réussi à convaincre ceux qui veulent se moderniser. Les autres sont plutôt convaincus maintenant par leur propriétaire immobilier, qui est devenu aussi une cible commerciale pour nous, qui va dire à sa régie, OK, il est temps d'arrêter le papier. Et ça paraît naturel, on est en 2023, mais ça paraissait tout autant naturel en 2017 quand on s'est créé, qu'il était temps d'arrêter le papier. Et ouais, au sens de ce qu'on disait dans le podcast précédent, c'est toujours vrai aujourd'hui. Si on va voir la majorité de gérances qui sont pas encore équipées du digital, elles y pensent, elles disent, elles marketent qu'elles y pensent, mais il y a encore beaucoup de papier en service partout. Ouais. Et donc du coup, en termes de courbe d'adoption, adoption curve, vu qu'on parle de ça, vous êtes quand même, enfin, pour moi, les gens, en tout cas en Suisse romande, tout le monde connaît Taillot, de près ou de loin, tout le monde sait ce que fait Taillot. Aujourd'hui, vous en êtes tout quand même par rapport justement à l'acquisition de clientèle. Je pense que vous avez quand même des belles et beaucoup de références aujourd'hui. Donc, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça pour ce marché suisse romand? Oui, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, dans le canton de Vaud, on est dans une position assez solide. Oui. Et nous, on a l'habitude, avec Gilles, de considérer un peu canton par canton, quoi. À Genève, on est dans une position qui n'est pas satisfaisante, on va dire. On a quelques gros acteurs, mais on a encore pas mal à convaincre. À Fribourg, on a peiné on a la plus grosse régie fribourgeoise, mais après les autres, ils peinent à se dire, OK, c'est maintenant le moment d'y aller. Et puis, par exemple, si je prends les autres cantons qui existent quand même, si je prends le canton de Neuchâtel, en 2022, on a une très belle adoption. Là, en 2023, ça se poursuit. Par exemple, auprès des acteurs publics, les caisses de pension, les communes, pour leur propre parc immobilier. Et là, c'est très dynamique. On a trouvé du coup des relais une fois qu'on a convaincu les gérants qu'on pouvait convaincre, on a convaincu certains propriétaires institutionnels. Maintenant, on a trouvé des relais vers d'autres segments
qui nous porte à croire qu'on croit plus vite en 2023 devant nous que ce qu'on a fait en 2022. Ça reste à confirmer, voir. mais, ouais. Mais on n'est pas encore en stade de stagnation en afflux de nouveaux clients. Ok, top. Génial. Et vous disiez donc en 2021 sur votre blog, vous avez dit que l'immobilier était à l'aube d'un tsunami digital. Je le pense aussi d'une certaine façon. Mais ça signifie quoi pour toi et où est-ce qu'on en sommes globalement? Où en sommes-nous, pardon? Ça peut se voir de plusieurs angles. Mais je pense qu'aujourd'hui, une fois qu'un locataire a pu se décharger de son problème le samedi soir par un canal digital, ce qu'il ne pouvait pas faire sans un outil comme Taio, que ce soit nous ou un autre, on crée une attente pour tous ces prochains baux, on crée un benchmark du fait que maintenant, on va avoir un standard dans cette interaction, de la même manière qu'aujourd'hui, ça vient pas l'idée à toi ou moi de demander au banquier par un appel téléphonique, bonjour, quelles sont mes dernières transactions? Oui, ça me serait même désagréable si le banquier m'expliquait. Alors ça, je suis disponible 24 heures sur 24 par téléphone, quoi. Donc, on le fait d'un autre moyen. C'est le marché qui va faire bouger. Enfin, c'est le locataire qui aujourd'hui est onboardé à travers une régie immobilière, qui dans 5 ans va déménager et puis va dire mais pourquoi je peux pas utiliser cet outil qui est devenu un standard, qui est devenu usuel. Selon nous, en tout cas, c'est la génération. Là, j'ai pris un exemple pour un locataire le samedi soir, mais si on généralise tous ces circuits plus courts, plus efficaces, avec une notion vraiment d'efficacité industrielle supérieure, et que ça devient visible, alors c'est comme si je prends... Ça devient la norme. Voilà, c'est comme si je prends un électricien qui avait l'outil A et puis qui est complètement supplanté par l'outil B, et maintenant il va prendre l'outil B parce que c'est juste un outil qui est mieux, qui est plus productif, qui est plus performant. Si on généralise à tous les processus de l'immobilier, sachant l'état non connecté en termes d'interopérabilité, d'interface entre les systèmes, quand il y a des systèmes, ou l'état de papier quand il n'y a pas de système et il y a que du papier, du coup, nous, c'est là qu'on utilise l'expression tsunami, c'est que du coup, on doit remettre en question les fondements de nos processus par les parcours utilisateurs. Et je connais peu de acteurs immobiliers aujourd'hui, sauf ceux qui sont vraiment leaders là-dedans, qui parlent du parcours utilisateur. Oui. C'est rare. Alors, non, pour l'avoir aussi vécu, c'est pas des termes qui leur parlent en termes d'expérience client, même si ça bouge, c'est en train d'évoluer de nouveau. Mais alors là, je te rejoins complètement. Et puis du coup, ça rebondit aussi à ma question suivante, c'est comment tu vois l'avenir de l'immobilier en Suisse finalement? Alors ça, avec une boule de cristal, même je n'y arriverai pas. Nous, on est une start-up dans le digital, donc on va pas dire qu'il y aura moins de digital. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est pas la machine qui va remplacer l'homme, c'est l'homme qui sait utiliser la bonne machine au bon moment, la mettre en place, la paramétrer et la contrôler, qui va remplacer celui qui est de nouveau avec des process plus déficients. Et donc, ça, c'est ce qu'on pense du côté technologique. Après, il y a des gros mouvements structurels en termes de concentration de pouvoir auprès des institutionnels, par exemple, qui sont des tendances qui poussent aussi à l'industrialisation. Mais ça, est-ce que ça peut rester? Est-ce que ça a été dû à un certain contexte de taux d'intérêt négatif, etc. Ça, je suis pas économiste par rapport à ça. Nous, on fait le pari d'avoir l'outil le plus productif, de montrer qu'est-ce que c'est que cet outil, de montrer un fort décalage quand je l'ai versus quand je l'ai pas. Oui. Et puis après, il faut que l'histoire s'écrive. On écrit tout ce qu'on peut, mais c'est quand même l'histoire qui s'écrit elle-même, quoi. Ok. Et ma question qui est un peu plus trash, du coup, c'est une agence immobilière qui se digitalise pas, est-ce qu'elle va droit dans le mur? Nous, on est presque forcé de dire oui, parce que sinon, ça remet en question le pourquoi Taio dont on parlait au début. À mon sens, une agence d'une
grande taille, elle est déjà de toute façon en train de le faire. Oui. Qu'elle le fasse avec ou sans nous, voilà. Ça, nous, c'est acté, on le voit. C'est beaucoup mieux de le faire avec nous, mais bon, ça, c'est à nous de les convaincre. Cracher pour sa paroisse. Mais une petite agence, une petite boutique super spécialisée dans un segment vraiment très pointu. Là, je pense qu'elle pourrait faire de la haute couture. Mm-hmm. Et moi, j'aime bien l'exemple d'un régisseur que je connais et que j'aime bien, que je salue s'il se reconnaît, qui me disait, bon, Étienne, le marché de l'immobilier demain, c'est soit la Migros, soit Hermès. Moi, je veux faire Hermès, et il y a la place pour Hermès. Je veux pas faire la Migros. Et puis, si on pense à des très grosses gérances standardisées, c'est ce qu'il avait en tête quand il dit la Migros, quoi. Et il y a probablement pas de place au milieu. Et c'est là que, oui, moi, selon nous, une gérance qui fait 10, 20 000 objets et qui est pas en train de se remettre en question par rapport au thème qu'on est en train d'aborder et à d'autres aussi. Nous, on pense qu'elle va plutôt dans le mur, mais après, on n'a pas écrit l'histoire non plus. Ouais, ok. Bon, mais ça, je te rejoins complètement. Puis aussi les profils de ces gérances, dans le sens où si derrière t'as un parc qui appartient à une famille, puis que finalement c'est la régie de ce parc immobilier, tu peux survivre. Mais l'entre-deux, pour mener une étude dans ça on allait en discuter après. C'est vrai que soit tu fais, je te rejoins complètement, de la haute couture, pardon, et t'es ultra spécialisé, mais t'es quand même digitalisé parce que c'est quand même important. Ou t'es une grosse structure. C'est vrai que l'entre-deux, si tu prends pas le bon virage maintenant et tu te poses pas les bonnes questions, même en termes de modèle économique, je pense qu'il y a beaucoup de voyants qui sont en train de passer à l'orange et que ça va devenir très compliqué dans les années à venir. Mais on pourra en discuter par la suite. Une autre question que je voulais te poser, c'est que aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la donnée, selon moi, même pour l'immobilier. Et toi, t'en penses quoi? Alors, nous, on en est convaincus, hein. Alors, on a collecté de la donnée qui n'existait pas jusqu'à maintenant, et puis on doit faire vivre la plateforme. Donc, malgré le fait que moi je sois issu de cette discipline-là, j'arrive pas à passer de temps, assez de temps en tout cas, à tirer parti de toutes ces données qu'on a collectées, et puis qu'on essaye, on doit bâtir des use cases pour montrer à nos clients, pour leur dire, regardez ce que vous pouvez faire, parce que c'est une donnée, dans notre cas, qui leur appartient, qui n'appartient pas à Taillot. Ça, c'est un point sur lequel on se démarque certaines fois de nos compétiteurs, que je salue aussi. Mais on a si je prends un exemple, aujourd'hui, on évalue par des outils statistiques la valeur de l'immeuble. C'est bien, ça nous donne une fourchette, ça nous donne une certaine confiance, et puis on met un goodwill à l'immeuble de X, parce qu'il est situé dans une bonne rue, et puis on se dit, ok, j'ai fait une visite d'1 heure, ou même d'un jour, pourquoi pas, et ça peut être super long, super coûteux, et puis j'ai essayé de trouver l'état de l'asset. À la place, par la donnée, on peut connaître l'état de l'asset plutôt que de l'évaluer. Oui. On peut savoir, le lave-vaisselle de tel appartement, il est amorti à tant de %. La colonne de chute, elle est amortie à tant de %. Ouais. Et puis, on peut avoir une lecture beaucoup, beaucoup plus fine de ce qui se passe dans l'asset. Et de nouveau, si on pense aux autres industries, c'est ce qu'elles ont fait. Ouais. Toutes les industries, les assureurs sont un très bon cas, mais l'aviation, tout le monde l'a fait. Et ça, vous l'avez, cette donnée, de par les tickets que vous émettez. Enfin, vous directement, vous l'avez pas, mais finalement, les gens qui souhaiteraient l'avoir pourraient l'exploiter de façon plus précise. Nos clients l'ont. Et puis, ce qui est cool avec Taillot, c'est qu'ils l'ont sans avoir installé des capteurs dans leur parc existant, ce qui est toujours un assez gros point sur lequel il faut faire une dépense. Pour une nouvelle promotion, c'est facile de mettre quelque chose de moderne avec l'IoT, etc. Mais pour un parc existant, là, c'est beaucoup plus difficile, ça peut être beaucoup plus coûteux. Après, je pense pas qu'on soit encore au stade où nous ou d'autres projets soient encore suffisamment conscients de tout ce qu'on peut en faire. Oui. Nous, moi, j'y vois par exemple cet état d'amortissement de l'immeuble qui, je pense, est fondamental dans la connaissance de l'asset. Et là, ça va vraiment loin dans la chaîne de valeur. Mais je pense qu'il y a aussi plein d'autres applications qui restent à trouver, plein de standardisation d'opérations pour qu'on arrête de brasser de l'air comme ça peut être le cas certaines fois et qu'on aille droit au but, qu'on fasse des circuits plus courts. Et
si je pense à la relation, par exemple, entre une entreprise de service et une gérance, qu'on aille directement résoudre le problème, plutôt qu'on parle beaucoup d'administratif parce qu'on doit s'assurer de certaines choses, parce qu'on a une moindre connaissance de l'asset. Alors, c'est-à-dire, je vais dire à mon plombier, au-delà de 800 francs, il me faudra un devis parce que voilà. Et donc, il y a toutes des contraintes administratives qui se mettent en place. Il y a 3-4 appels qui se mettent en place. Voilà. Et donc, ça, c'est, selon nous, évitable quand on connaît bien le problème, qu'on a bien diagnostiqué et qu'on peut dire, OK, maintenant, cher plombier, je te fais confiance. Tu vas aller réparer la chose, je vais contrôler ton travail. Statistiquement, sur l'entier de l'année, je vais voir où t'en es. Et puis, me faire une opinion de est-ce que t'es un bon plombier ou un mauvais plombier. Mais je vais pas te mettre ces contraintes administratives qui sont nées, en fait, de ma moindre connaissance du problème. De nouveau, si on pense à un assureur, il est rarement surpris d'un accident automobile, par exemple. Il a des benchmarks extrêmement précis et puis ça va se passer d'une manière beaucoup plus fluide que ce que ça se passerait dans l'immobilier aujourd'hui. Ok. Et certains pensent, alors en plus tu as donné ce cas de figure où tu avais la relation humaine entre un assistant qui appelle le plombier, puis ça prend beaucoup de temps. Certains pensent ou ont pensé que la technologie n'est pas au service de l'humain. Je trouve ça une aberration, mais bon. Mais que la technologie, elle élimine finalement l'humain, pardon. Du coup, est-ce que Tayo, c'est pas un cheval de Troie? Ça, c'est une bonne question. Hein. C'est les gens qui l'utilisent qui devraient répondre. Hein. Nous, on propose d'accélérer la propagation de l'information avec des informations plus précises, plus factuelles, avec la bonne date, rangée dans le bon immeuble, etc. Pour moi, c'est une question de maturité industrielle, comme j'ai dit déjà par rapport à d'autres questions. Et on fait ce pari de plus grande maturité industrielle. Et formation de tes collaborateurs. C'est ça le nerf de la guerre pour moi aussi. Oui. Et on s'arrête pas. C'est-à-dire, on se dit, comme tu prenais l'exemple tout à l'heure d'un outil qui est plus performant, on va pas s'arrêter, on va faire l'outil le plus performant qu'on est en capacité de faire. On regarde pas l'impact, si ce n'est qu'on s'est donné des codes d'éthique des affaires. Par exemple, le fait que nos clients soient propriétaires de leurs données, qui est quelque chose de très central. Le fait que Tayo ne soit pas une marketplace et ne choisisse pas ou ne propose pas les fournisseurs à nos clients, mais que ce soit les clients qui fassent, c'est un marché libre, quoi, on va dire. C'est pas l'URSS, quoi. Parce que nous, on est vraiment des entrepreneurs libres, si je prends le cas de Claude, Gilles et moi-même. C'est un certain credo, c'est un certain pari, on est ancré là-dedans, on fait du software, et puis à la fin de la journée, on a fait un software. Clairement. Il y a une manière de l'utiliser, il y a peut-être certaines fois une manière qui pourrait être négative dans le sens où Tayo peut être utilisé par l'utilisateur pour dire cher gérant, tu gères 20 tickets par minute, et demain tu dois gérer 22. Ce genre d'outil pourrait être utilisé comme ça. Nous, on le voit pas comme ça, on le conseille pas comme ça, puis on a la chance d'avoir une certaine force de proposition, une certaine force de conseil. Mais après, on a fait le software qui propre à chacun, quoi. Voilà, qui permet de faire des avancées. Et puis il faut se dire, ok, qu'est-ce que je fais par rapport à ces avancées? Comment est-ce que je les utilise? Et comment est-ce que j'évolue vers de la plus forte valeur ajoutée? Ça, c'est nous ce qu'on conseille, plutôt que vers du plus fort volume, par exemple. Former des gens qui savent vite presser des boutons. Et ça, on va dans le mur. Et ça peut être asservissant et on le souhaite à personne. On fait tout ce qu'on peut dans Tayo pour essayer d'enlever des clics. Et si quelqu'un a des idées, il faut qu'il nous redise encore comment on peut le faire. Par contre, libérer du temps parce que j'ai pas de tâche de saisie à faire et que je peux faire autre chose. Nous, on sait pas quelle est l'autre chose. On a juste fait le software qui permet de le faire. Après, c'est à toi, cher client, de te prendre en main puis de trouver comment est-ce que tu vas écrire ta vision. Nous, on n'a fait que l'outil. Ok. Et justement, tu parlais de marché libre. Est-ce qu'un jour, mais ça c'est vraiment à long terme, c'était une question que moi je me posais, est-ce qu'un jour vous allez peut-être classer ou évaluer les entreprises dans votre plateforme? Je te donne l'exemple, le locataire il pourrait noter le plombier qui est venu chez lui, ainsi les meilleurs plombiers seraient mieux référencés, et finalement ça tire tout le monde vers le haut parce qu'ils sont conscients que finalement il y a une note du locataire.
Alors que des fois, peut-être que il y a pas de corps de métier. Enfin, je définis pas un corps de métier spécifique, mais peut-être que t'as certains maîtres d'ouvrage, pardon, qui vont et puis qui font peut-être un peu moins bien le job que d'autres. Et t'es pas forcément au courant. Est-ce que vous avez cette vision? C'est quelque chose que vous avez envie de proposer ou pas du tout? Ou c'est au cas par cas des clients et des demandes des régies? C'est déjà actif depuis notre première mise en production en 2018. Okay. Le locataire, quand une intervention c'est fini, va noter le fournisseur et va aussi confirmer est-ce que c'est fait ou pas fait. Et puis quand c'est pas fait, il doit dire qu'est-ce qui n'est pas fait. Or, il se trouve maintenant que sur l'entier de nos clients, sur tout notre parc sous gestion, on a 4,5 sur 5 de taux de satisfaction locataire, qui est assez élevé. Ouais. Et ça, c'est pas dû à Taillot, hein, c'est plutôt dû au fait que le plombier, quand il fait de la plomberie, il est là pour faire son travail. Il va pas casser plus le problème, parce que sinon, il va arrêter juste de faire de la plomberie parce qu'il sera plus choisi. Donc, on collecte ces données à une échelle très large. Mmh. Nos clients l'utilisent, je pense, pas encore assez. Et on s'en sert pas pour faire des benchmarks en mettant le meilleur et le moins bon, parce que c'est très difficile d'avoir vraiment fait un classement dans le sens où, si je prends ma casquette de data scientist, on doit savoir quelle est la typologie de l'immeuble. Un immeuble vieux, c'est pas la même chose qu'un immeuble récent. Quelle est la typologie du locataire. Suivant les générations, j'ai peut-être, je vais prendre un gros cliché, hein, mais si j'ai 18 ans, là, je mets 3 sur 5 tout le temps. Oui. Et puis, si j'ai 50 ans, là, je vais peut-être plus malléable et tout, et j'ai peut-être tendance à mettre des meilleures notes. C'est très subjectif, quoi. Donc, il y a la typologie de l'immeuble, du locataire, du propriétaire qui met certaines contraintes, du gérant lui-même. Et donc, on peut un jour faire un benchmark quand on a vraiment compris tout ce qu'on peut faire. Mais même ce benchmark, à quoi sert-il si on pense au top 5 des plombiers, et ils sont pas en capacité de toute façon de prendre énormément plus de travail. Ils sont en capacité de montrer leur process et d'être des stars. Mais si jamais on leur attribue 4 fois plus de travail, ils vont sous-traiter, bien sûr, moindre qualité, et puis ça peut aller jusqu'à la faillite après, quoi. Clairement. Donc, on joue pas avec ces concepts-là, on montre à nos clients qu'il faut avoir une lecture éclairée de la chose, que c'est pas rapide de comprendre les bons indicateurs de performance. On a l'objectif d'aller chercher ces indicateurs de performance et de transformer l'information en savoir. Ça, c'est la raison pour laquelle moi je suis dans Taillot, on va dire ça, quoi. C'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, mais c'est pas quelque chose qui est simple et c'est pas quelque chose qui est dénué d'impact. Et oui, on doit faire des benchmarks de performance en même temps qu'on doit expliquer comment est-ce qu'on peut les utiliser, à quoi est-ce qu'ils servent, comment est-ce qu'ils sont faits. Et quand on s'est permis de créer un benchmark, c'est en tout cas dans le cas de Taillot, je l'espère, c'est qu'on est convaincu qu'on fait un peu moins d'erreurs que d'aller vraiment naïvement à dire ok, voilà le top 100 des plombiers de Suisse romande, quoi. Ok. Et Taillot a effectué 4 levées de fonds ces dernières. Ça fait combien de temps déjà que vous avez? Ça fait 5-6 ans. Voilà, 2017 on a 2017. Commencé. Vous avez fait 4 levées de fonds. Quel était l'objectif? C'est d'aller plus haut et plus vite parce que ça fonctionne bien, ou il y a aussi des levées de fonds un peu plus stratégiques par rapport à ce qu'on appelle l'effet de réseau, justement. Alors c'est ça, c'est basé sur l'effet de réseau. Nous, on a sélectionné un investisseur plutôt qu'un autre à chaque levée de fonds basé sur le potentiel d'effet de réseau qu'on avait, parce qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de propositions. Alors ça, c'est la chance que je souhaite à tout le monde, mais je pense qu'on a eu de la chance, puis on a eu aussi créé notre propre chance. Ça se fait pas tout seul. Mais du coup, on a pu se dire, ok, alors si on prend tel investisseur, quel est le potentiel effet de réseau qu'on peut avoir? Et c'est comme ça qu'on a pu choisir. C'est comme ça qu'on a réalisé notre croissance jusqu'à maintenant. Ça se passe plutôt bien. Et du coup, l'objectif, il était d'arriver numéro 1, numéro 2 en Suisse, mais pas numéro 3 ou 4 ou 5, parce que je pense qu'il n'y a pas non plus de la place pour énormément de plateformes qui fassent la même chose. Oui. On en parlait aussi en off, il y a un besoin de standardisation parce que personne n'a envie d'utiliser
15 standards différents. C'est coûteux en plus. Voilà, ça fait perdre du temps vraiment à tout le monde. Donc c'est un marché qui est pas infini si on le regarde à l'échelle de la Suisse. Donc il fallait vite aller. Mais il est scalable pour toi. C'est levée de fonds, c'est-à-dire que demain la France et l'Allemagne, pourquoi pas, ou où on reste en Suisse? Ça c'est une bonne question, basée sur les fonds qu'on a levés jusqu'à maintenant. Ça nous aide que pour la Suisse, ça c'est clair. Il faudrait se poser la question de l'expansion à l'étranger. Et nous on fait pas partie pour l'instant des startups qui se disent que c'est absolument automatique. Aussi parce qu'on est dans cette industrie de l'immobilier qu'il faut bien comprendre quelle est la structuration de l'immobilier, par exemple en France et en Allemagne dont tu parlais. T'as beaucoup plus de propriétaires que de... Voilà. Où y a-t-il des gros bailleurs ou quoi? En Allemagne c'est le cas, mais en France c'est un peu moins le cas, il y a un peu moins de gros bailleurs. Donc on se ferme à aucune porte, ça c'est clair, on fonctionne par opportunité. Par contre, on n'est pas en train, là, en ce moment, je suis pas en train de travailler sur l'expansion en Europe de Tayo et ça. Je suis en train de travailler sur des nouveaux projets stratégiques. Ça, c'est clair, parce que je peux pas m'en empêcher, mais c'est pas l'expansion des fonctionnalités qu'on a aujourd'hui. C'est peut-être d'autres fonctionnalités qu'on créerait demain et avec une vocation internationale, pourquoi pas. Ok. Et du coup, Tayo, dans 10 ans, c'est quoi, finalement? Tayo, dans 10 ans, c'est le leader en Suisse. C'est un standard qui a rendu service à tout le monde, qui est devenu le plus commun possible en termes de volume, aussi en termes d'accessibilité, je pense aussi au prix, c'est-à-dire que c'est devenu, voilà, quand j'ouvre mon ordinateur, il y a macOS ou il y a Windows, et puis j'ai 2 choix, mais je vais pas en avoir 15, à moins que je sois un geek comme nous et qu'il y ait un peu Linux dedans, mais c'est quand même une frange minoritaire de la population. Et donc, c'est devenu un standard. Ou alors c'est mort éventuellement, ça peut toujours arriver. Nous on est en train de faire ce qu'il faut pour que ce soit pas le cas, mais c'est devenu un standard. Et puis c'est en train si on pense de nouveau à cette échelle suisse, c'est en train d'étendre les cas dans lesquels on rend service aux personnes ou éventuellement les industries. Je prends un cas qu'on a concrétisé en 2022, c'est qu'on a eu notre premier client Facility Manager, qui a adoré Tayo. Facility Manager, donc, mais c'est une grosse structure. Voilà, c'est une énorme boîte qui s'est dit, alors le service de Facility Management, 110 agences, c'est un assureur, on va l'utiliser, c'est public, d'ailleurs c'est Vaudoise Assurance, qu'on salue, et donc où on a connu notre premier succès, premier client, et il y a probablement d'autres choses à faire dans le Facility Management, ou peut-être dans le milieu de l'hôtellerie, où nous, on a besoin d'une dimension immobilière, d'un asset dans lequel il va y avoir des gens qui font quelque chose. Ça, c'est le focus qu'on a. Mais après, ça veut pas forcément dire qu'on est en train de parler d'un locataire et d'un bailleur. Donc secteur convergent, quoi, à l'immobilier. Ok. Donc, dans 10 ans, c'est forcément, Tayo, c'est pas que de l'immobilier, c'est d'autres produits. D'ailleurs, on va en discuter, technologiques, j'imagine. Et puis c'est aussi un logiciel qui va servir certains secteurs convergents à l'immobilier. Voilà, il y a une notion de bâti qui est forte, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la restauration ou les taxis ou je sais pas, mais autour de problèmes ou d'opportunités dans le bâti et une notion aussi d'occupation, c'est-à-dire nous on n'est pas une plateforme de CRM ou de recrutement de nouveaux locataires, de commercialisation, etc. Ça, on pense que le marché est déjà saturé de ces plateformes-là. Et donc, on n'a pas la vision aujourd'hui d'aller vers cette dimension-là, mais de rester ancré sur le fait qu'il y a une relation existante, un défaut de productivité, et je mets Tayo, et ça sera plus productif, ça sera plus satisfaisant, l'expérience utilisateur sera meilleure pour les utilisateurs des deux côtés de cette relation. Et donc là, on n'a pas de limite tant qu'on est en train de dire, c'est dans le bâti, il y a des utilisateurs, comment est-ce qu'on simplifie leur vie? Ok.